ce médecin que j'avais vu aux urgences m'a fait comprendre que ma place n'était pas en hôpital psychiatrique d'urgence, que ce ne serait pas un endroit où je me sentirais forcément bien. Et donc il me le déconseillait. Par contre, prendre contact avec une maison de repos ou quoi, pourquoi pas. Il m'a fait comprendre aussi qu'un demi Xanax 0,25 c'était peut-être pas, voilà, et qu'il m'en fallait un entier 3 fois par jour, matin, midi et soir, histoire de laisser tomber la pression, parce que c'était pour ça que j'étais rentrée dans ce cercle infernal de crises à répétition et constante. Voilà, j'ai pris rendez-vous suite à ça avec une psy. J'en ai vu une première qui ne m'a pas du tout convenu. Enfin voilà, quand ça passe pas, ça passe pas. Il faut pas insister, je pense. Dans ces cas-là, on doit se sentir bien avec ce genre de personnes, de spécialistes. C'est impératif, sinon le travail n'est pas fait de la bonne manière. Et puis j'en ai rencontré une deuxième qui marchait avec une clinique privée qui me proposait un accueil en maison de repos pour les gens dépressifs, anxieux, angoissés, voilà, un temps qui me serait consacré. Elle a dédramatisé complètement avec moi ce cercle infernal que j'étais en train de vivre. Parce qu'entre-temps, j'avais commencé à faire ce qu'on appelle de la déréalisation dans des moments de grand stress. C'est comme si tout à coup vous étiez dans la 8e dimension, l'impression d'être là sans être là, de vivre des choses comme si vous regardiez un film. C'est très étrange et en fait c'est un mécanisme de protection du cerveau. Quand il est trop stressé, il enclenche une protection. Et qui fait que tout d'un coup la lumière va vous sentir bizarre et puis vous ne serez pas forcément, voilà. C'est pareil, c'est pas des choses qui sont graves, c'est des réactions physiologiques normales. Voilà, le cerveau est soumis à trop de stress, trop d'informations, trop de panique, trop d'adrénaline, il se protège. Et voilà, donc suite à ça, on a programmé une entrée en maison de repos qui était censée mettre en place un éventuel antidépresseur. Attention, pas parce que je suis en dépression, mais parce que il y a des antidépresseurs qui sont extrêmement efficaces sur tout ce qui est troubles anxieux généralisés, angoisse, anxiété généralisée. Voilà, il y en a qui sont très efficaces là-dessus et qui font beaucoup de bien des gens et qui n'ont pas ce côté addictif et mauvais pour la santé, du moins que les anxiolytiques qui eux sont de vraies drogues, hein. Il faut y faire extrêmement attention. Le cerveau s'habitue, vous en demande plus, enfin voilà. J'ai la chance d'avoir un très bon médecin traitant qui m'a toujours mise en garde et qui m'a dit dès que ça ira mieux, il faut diminuer. C'est impératif, procéder par palier, parce que c'est des médicaments, les anxiolytiques, ils sont tellement forts qu'on peut en faire des crises de manque quand même quand on se met à vouloir les arrêter. Et il m'a dit dès que tu te sentiras mieux, on essaiera d'en enlever un demi. Voilà. Dans l'optique de cette hospitalisation, voilà, j'étais plutôt sereine. Et là, hasard de la vie, ma fille est tombée malade. Elle a eu des soucis au niveau des reins. Elle nous a fait des belles frayeurs. Enfin voilà. Il se trouve qu'au moment où je devais rentrer à l'hôpital, elle est tombée malade et que j'ai dû la suivre en pédiatrie à l'hôpital. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le cerveau est capable de plein de choses, c'est assez dingue. Je l'ai pris le dessus, je l'ai bercé des nuits entières. Moi qui n'arrivais plus à vivre et à sortir de mon lit, et voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour mon bébé qui était malade et j'ai réussi, j'ai surmonté, j'ai assisté à cette prise de sang, j'ai tout fait, j'ai tout supporté, voilà. Et quand ça s'est tassé, de nouveau pareil, de nouveau très très mal.
comme si mon corps d'un coup m'envoyait des claques pour me dire mais non, tu n'étais pas bien, tu avais l'impression que, mais ça allait très mal. Donc voilà, donc opération repoussée, hospitalisation repoussée, pour moi en ce qui me concerne, et puis pour ma fille un traitement à long terme qui se met en place, une opération éventuelle qui commence à se profiler, et moi qui me dis mais je ne peux pas me faire hospitaliser en sachant qu'il y a une menace pour elle, qu'elle soit de nouveau mal, je dois être là. Et puis je continue à voir ma psy avec qui on se rend compte qu'en fait ce qui m'est arrivé c'est probablement un gros burn-out, mais silencieux. Là où certaines femmes auraient fait un énorme baby blues, une grosse dépression postpartum, auraient été tristes, auraient beaucoup pleuré, moi je me suis pas écoutée. J'ai laissé passer, voilà, sauf que tout ça, tout ce qui s'était accumulé en moi depuis que je suis enfant et qui a été généré, toute cette angoisse, je suis devenue la mère d'une fille. Donc beaucoup de pression de ne pas reproduire ce que ma mère avait fait avec moi, ma mère adoptive, beaucoup de... Voilà, l'inconscient vraiment qui s'est mis en marche très très fort, qui a travaillé, et moi qui devais tellement être opérationnelle et active et sur tous les fronts, qui n'a pas écouté plein de fois des signaux que mon corps m'envoyait. Ben, petit à petit, je me suis retrouvée dans un tel état de stress que je me suis mise à faire des crises d'angoisse et que mon anxiété est ressortie comme ça, et qu'une fois que ce mécanisme de libération est mis en marche, c'est très compliqué de le stopper, de l'arrêter et de repartir comme avant. C'est voilà. Donc une fois déjà qu'on comprend tout ça, on est un peu rassuré, on se dit bon, je ne tombe pas dans la folie. Malgré tout, à cause de tout ce qui s'était passé avant qu'on comprenne ce que c'était, je me suis mise à développer une sévère hypocondrie. C'est-à-dire que le moindre petit mal de tête, concrètement je pense direct AVC, la moindre petite douleur par là, parce que je me suis mise à en avoir dans tout le bras gauche, voilà, pour moi c'est infarctus, j'ai été chez un cardiologue, j'ai eu un holter cardiaque, donc un appareil de surveillance sur 24 heures, il se trouve que j'ai un cœur de grande sportive, je ne me suis pas du tout. Je me suis retrouvée 2 fois aux urgences à cause d'une tension extrêmement élevée, 18-10, record à battre. J'ai découvert un matin dans ma cuisine que je perdais mes cheveux. Peut-être que vous l'aurez vu déjà dans mes vidéos, je sais pas, je fais pas forcément attention. J'ai arrêté, du moins quand je suis chez moi, de me couvrir la tête. Quand je sors, j'ai toujours un joli petit bonnet, un petit foulard, quelque chose que je ne montre pas. Ça a commencé par un trou comme ça, nu, en fait, qui s'agrandit. Puis il y en a un deuxième qui est apparu à un autre endroit sur la tête, puis un troisième petit. Et ça s'est arrêté là parce que je pense que ça m'a mis une claque telle que je me suis dit il faut que tu te préserves, il faut que ça s'arrête. Il faut savoir que vous pouvez peut-être le voir sur ma photo, ma pastille YouTube. J'avais les cheveux extrêmement longs, j'aimais beaucoup mes cheveux, c'est mon côté futile ça. Et de les perdre, je les perdais par grappes, je les sentais se détacher. Ça a été extrêmement douloureux pour moi, extrêmement anxiogène. Je me trouvais très laide. Suite au stress, j'ai eu des poussées d'acné, alors que j'en avais pas beaucoup. Voilà, des gros trucs pas très jolis. J'ai eu... voilà, mes cheveux, c'est vraiment la manifestation, je vais dire, qui m'a le plus marquée, sûrement parce que je suis une fille. Donc ce que j'ai, ça s'appelle une pelade. Il y a plein de traitements qui existent, qui coûtent cher, qui marchent plutôt rarement, qui sont lourds pour la santé pour certains. Il se trouve que depuis que j'ai appris à essayer de faire un petit travail sur moi-même, j'ai du duvet qui repousse sur 2 des zones
qui s'était dégarni. Donc voilà, j'essaie de rester positive et de me dire que ça va repousser. Pour en revenir à ce que je disais à la base, je n'ai pas été hospitalisée en maison de repos, j'ai repris le dessus petit à petit. J'ai consulté plusieurs spécialistes, ou pas vraiment spécialistes, j'ai essayé plein de trucs. J'en reparlerai dans une autre vidéo qui pourrait être assez rigolote et assez intéressante. J'en suis venue à la conclusion que les crises d'angoisse, l'anxiété, tout ça, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. C'est ce que je disais dans ma première vidéo sur l'anxiété. On porte tous ça en nous d'une manière plus ou moins forte et plus ou moins présente. Mais que quand on se met à contracter un trouble, un réel trouble anxieux et des crises d'angoisse, il est extrêmement compliqué de s'en défaire à tout jamais. C'est quelque chose qui restera présent parce que c'est une mécanique qui est mise en place. À titre d'exemple, je sais maintenant que quand j'ai mal à la tête, ça ne veut pas forcément dire que je suis en train de faire un AVC et que je vais mourir. Et j'avais appris à faire des tests neurologiques chez moi, avec des gestes et tout. Et je ne suis pas la seule à le faire. Une fois de plus, il y a une communauté voilà, d'anxieux sur internet qui peut être très intéressante de découvrir. On se défait de ces trucs-là, mais l'inconscient est tellement fort que si je me mets à avoir mal à la tête d'un coup assez brutalement, je vais toujours avoir un quart de seconde où je vais me dire ah, si ça se trouve c'est un AVC, je vais mourir. Si mon cœur se met à battre plus fort, plus vite, assez brutalement, j'ai toujours peur que je suis en train de faire un infarctus, une crise cardiaque. Et pourtant, une part de moi sait que non, je suis en bonne santé et que ça n'arrivera pas. Mais c'est comme si mon cerveau, il était coupé en deux. Il y avait une partie rationnelle qui disait tu vas bien, tu es jeune, tu es en bonne santé, tu as vu plein de spécialistes, plein de médecins, tu sais que tu vas bien, il ne va rien t'arriver. Et que l'autre partie était là. Puis tu comprends pas que tu es en danger, il faut que tu consultes plus de médecins, il faut que tu fasses plus d'examens, il faut que tu ailles chercher sur internet, il peut t'arriver quelque chose de grave. Et que ces deux parties parlaient en même temps. Et voilà, et il faut suivre deux conversations en même temps et c'est très compliqué. Il y a des fois où on est fatigué, puis on va plus écouter la mauvaise partie que la bonne. Et puis il y a des fois où on est en forme et on n'entendra plus que la bonne. Puisque la mauvaise, on n'a plus envie de l'écouter. Et puis voilà. À l'heure actuelle, je suis toujours anxieuse. Il y a des choses dans ma vie actuellement qui font que là, ces derniers jours, je le suis pas mal. Je vais devoir me faire opérer la semaine prochaine. Ce qui pour moi est une réelle épreuve. J'ai sincèrement l'impression d'aller au bagne. Mais j'ai appris à vivre avec mes angoisses, mon anxiété, mes crises d'angoisse. Elles ne m'empêchent de rien. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Je sors avec mes copines, je vais au cinéma, même si parfois pendant 3 minutes dans la salle de cinéma, etc., avant que le film commence, je vais me dire oulala, tout le monde parle en même temps, ça fait un brouhaha de fond qui est très désagréable, et puis cette atmosphère elle est oppressante, et puis je suis pas dans mon élément, puis à cette heure-là j'aime bien être dans mon lit, et puis non, j'ai envie de regarder ce film au cinéma et je suis avec une copine et je vais rigoler, et voilà, je me botte les fesses quotidiennement pour ne pas me laisser aller, pour arrêter de me rendre malade, pour prendre soin de moi. C'est vraiment... Et petit à petit, plus les semaines passent, plus je me dis, t'évolues, tu fais des sacrés efforts, voilà, t'es appris à faire la part des choses, et je vais recommencer à travailler en novembre. J'ai changé de branche, j'ai changé de motivation, de perspective. J'ai appris à destituer aussi. J'ai trouvé une nounou pour ma fille qui prend le relais. Je me mets à avoir une vie pour moi, dans le calme. Je prends le temps de faire des choses qui me plaisent, de tourner des vidéos,
voilà, je réapprends à vivre d'une autre manière. C'est ça. Je pars dans une autre optique. Je me dis qu'il y a des choses qui doivent changer. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Donc, je ne suis pas guérie, loin de là. Voilà, j'apprends à gérer. J'ai une amie qui a suivi ce qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives qui m'a dit, tu sais, un des trucs qu'on nous apprend, c'est de faire comme si on était une vache qui regarde passer un train. Quand la crise d'angoisse arrive, c'est comme un train. On est dans le pré, on est là, on est tranquille. Le train il passe, il fait vachement de bruit et tout, mais on le regarde, c'est tout, il est là, mais c'est pas grave. Ben, quand on commence à apprendre à gérer les crises d'angoisse, il y a plusieurs méthodes, plusieurs clés pour ça, et j'en parlerai ouais, dans une prochaine vidéo. C'est un peu la sensation qu'on a. On est conscient qu'elle est là, on a les symptômes qui sont là, c'est chiant, c'est fatigant, mais on a à l'esprit que c'est pas grave et que ça va aller. Voilà, ça c'était mon histoire, mon expérience. J'espère que j'ai pas trop loupé de trucs. C'était long, hein, je pense que ça fera 3 vidéos minimum. J'espère que voilà, ça aura pu vous éclairer. Je tenais à le partager avec vous, pas pour exposer ma vie, mais parce que je trouve ça intéressant de voir voilà, qu'est-ce qui s'est passé chez les autres, pourquoi, comment, voilà. En attendant une prochaine vidéo qui... je sais pas encore trop de quoi je vais parler dans ma prochaine vidéo, ce sera la surprise. Je vais trouver d'ici là. J'ai plein d'idées qui germent en moi, voilà. Je pense aussi à faire d'autres choses que parler uniquement d'anxiété et de crise d'angoisse et voilà, des trucs un petit peu plus marrants par moment, ce serait pas mal. En attendant, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, hein, et à vous abonner si jamais à ma chaîne, ça motive. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Salut!